Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Série Rama, l'émission 100% série de Télérama. On se retrouve tous les lundis à 18h. Tantôt face caméra avec mes camarades critiques pour dire ce qu'on pense des nouvelles séries et régulièrement en Facebook Live, comme on dit, avec un invité pour débattre d'une série, de l'actualité des séries, de thématiques. En l'occurrence, ce soir, d'une série qui s'approche de sa fin, Un village français, le jeudi soir sur France 3. Ultime saison, devrais-je dire ultime moitié de 7e et dernière saison d'Un village français. Je suis en compagnie d'Emmanuel Dossé, producteur et co-créateur d'Un village français. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pierre. On va discuter ensemble de ces ultimes épisodes d'Un village français en général, de ce que la série a pu apporter aux séries françaises, de comment vous regardez sa fin qui est particulière, qui est un peu différente du reste de la série. Et évidemment, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc en commentaire sur Facebook, vous y êtes, vous mettez des réflexions, des questions, et évidemment Emmanuel Dossé y répondra, on les commentera et on essaiera de dialoguer avec vous. Une première question. Est-ce que ce principe de fin, alors pour le dire simplement, d'une narration en 3 périodes, entre l'après-guerre, les années 70, ou plutôt les années 50, les années 70 et les années 2000, donc une sorte de projection dans l'avenir, tout en gardant un œil sur le présent de la série, si j'ose dire, était acté depuis le début? Est-ce que vous voyez, est-ce que cette fin, c'était celle qui était déjà dans vos têtes quand en 2009, la série a commencé sur France 3? Non, pas du tout. Le dernier plan de la série était prévu et effectivement, on l'a tourné là en juillet. Il sera diffusé dans 2 semaines. Par contre, le principe des flash-forward est arrivé en cours d'écriture. C'est comme souvent les idées, ça n'arrive pas immédiatement, c'est par couche. On est d'abord passé par les flashbacks de la première partie de la saison 7. Et puis... c'était d'ailleurs un peu avant la diffusion, parce qu'on avait déjà eu le fait sur la saison 6, c'est que France 3 a acté d'une diffusion en 2 temps. Non, pas 2 demi-saisons. Ouais, 2 demi-saisons. Ils ont fait ça depuis la saison 6. Alors la saison 6, on l'a su en cours d'écriture, c'était bien trop tard pour changer, ce qui fait qu'on découvrait 1 an plus tard des épisodes qui se passaient dans la continuité directe de l'épisode 6, si vous me suivez bien, de la première partie de la saison 6. Et là, sur la saison 7, on s'est dit, on ne va pas refaire ça. On va avoir effectivement une saison 7 qui se déroule intégralement en 1945, mais il y aura 2 demi-saisons bien séparées. Et donc, si la première partie est en flashback, la deuxième partie sera en flash-forward, ce qui est aussi une manière de répondre très concrètement, au-delà de la portée historique de ces choix et de la relecture de l'histoire, etc. Mais très concrètement, c'est aussi une manière de penser au public qui nous dit... qui aiment la série, ils l'aiment tellement qu'inconsidérément, ils se disent « Mais pourquoi est-ce que vous ne continuez pas ?» J'ai plein de raisons pour lesquelles on ne continue pas. Mais en même temps, à cette question « Mais on aurait bien aimé que ça continue », faire ces flash-forwards, c'est une manière de répondre et de donner du plaisir au public. Alors, puisque vous avez plein de raisons pour ne pas continuer, quelles sont-elles? La première, c'est que je pense qu'un concept de série, il épuise au bout d'un moment les situations dramatiques qu'il a générées immédiatement. Le concept de départ d'Un village français, c'est l'occupation. Le premier épisode, c'est l'arrivée des Allemands. On pourrait dire que le départ des Allemands, au cours de la saison 6, marque la fin de la série. On a fait une dernière saison épilogue sans les Allemands, que je trouve passionnante personnellement, qui continue à parler de l'occupation et surtout de ce qui s'est passé durant l'occupation. C'est vraiment un épilogue, mais il faut reconnaître qu'il nous manque le combustible de base de la dramaturgie, c'est l'occupation. Et donc on a fait encore une dernière saison, on est ravis de l'avoir fait, mais on ne pouvait pas en faire d'autres. À la base, la fin de la série, ça devait être la fin de l'occupation. Encore une fois, on ne conçoit pas forcément la fin d'une série quand on la crée, mais ça semblait être logique. Il me semble peut-être avoir lu quelque part que ça aurait pu être éventuellement les procès d'après la guerre, qui aurait pu être la fin de la fin. La réalité, c'est que lorsqu'on en parle avec France 3 au tout début, d'emblée, le concept, c'est de faire plusieurs saisons sous l'occupation à raison de 12 épisodes par année d'occupation.
C'est un élément de langage, en fait, d'une certaine manière, avec la chaîne. C'est juste une manière de bien spécifier que cette série, elle est intéressante si elle se déroule dans un temps long. Puisque sinon, les histoires qu'on va raconter sur Un village français, si ça avait été une mini-série de 6 épisodes, au fond, je pense qu'on aurait raconté ce que tant de films avaient fait avant nous. Donc c'était vraiment pour une prise de conscience que ce qui était l'intérêt de cette série, c'était ce temps, et l'intérêt de toutes les séries d'une certaine manière, mais quand on lance cette série, quand on propose cette série à France 3, c'est en 2005. C'est-à-dire que la culture de la série n'est pas évidente. France, oui. La série feuilletonnante sur une chaîne comme France 3 n'est pas du tout évidente. Et du coup, on disait, bon, alors ça se déroulera de 40 à 45. Sachant qu'on ne savait pas exactement où on irait. Mais à l'époque, je disais, il y aura entre 60 et 70 épisodes. Et exactement jusqu'où on irait, ce n'était pas clair, puisque de toute façon, après qu'on ait spécifié ce qu'on veut faire profondément artistiquement, après, quoi qu'il arrive, il y a l'audience. Et si l'audience nous avait, si les téléspectateurs ne nous avaient pas suivis, ben, ça aurait été une mini-série en 1940. Alors avant de parler un peu plus de ces ultimes épisodes, je rebondis sur ce que vous venez de dire, ce que vous vouliez faire. Qu'est-ce que vous vouliez faire et je pose la question rétroactivement, c'est-à-dire que maintenant que vous avez fini, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait ce que vous vouliez faire? Donc qu'est-ce que c'était que ce que vous vouliez faire? Et finalement, est-ce que finalement vous avez peut-être fait quelque chose d'un peu différent et que votre réflexion a évolué au fur et à mesure des saisons et que finalement ce qu'on a vu d'Un village français, c'est un peu plus que ce que vous pensiez faire? Oui, c'est plus que ce qu'on pensait faire, parce qu'avant d'avoir fait le voyage, on en avait dessiné les grands traits, mais sans savoir exactement les rencontres qu'on ferait en cours de chemin. Et c'est ce que je trouve aussi assez beau dans la production d'une série, c'est que c'est une matière vivante. Très concrètement, les épisodes d'une saison sont écrits en fonction de ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire le réalisateur, Frédéric Krivine et moi, on se parle y compris durant la diffusion. Frédéric Krivine qui est le scénariste en chef. Qui est le scénariste en chef, co-créateur de la série et qui a dialogué quasiment tous les épisodes. On se parle au cours de la diffusion des épisodes parce que ce sont des moments de vérité pour nous. On travaille durant des mois sur les épisodes et puis à un moment, lorsqu'on les voit lors de la diffusion, on les voit dans leur vérité. Et à ce moment-là, on se dit ce dont on est content et ce dont on est moins content. Et on fait évoluer la série en fonction. Alors concrètement, pour répondre à ma question, qu'est-ce qui était prévu? Quelle était l'ambition intellectuelle, artistique d'Un village français? Et en quoi elle est un peu différente peut-être aujourd'hui avec le recul? En quoi finalement votre regard a changé et vous dites que vous avez fait un peu plus ou un peu moins que ce qui était prévu? Il y avait un concept un tout petit peu différent au début. C'est qu'on faisait... un épisode par mois d'occupation. Donc ça se passait pas durant un mois, mais il y avait en juin 40 le premier épisode, et puis juillet 40 le deuxième, septembre, octobre, et ainsi de suite. Et ça, c'était dans une vision à la fois... Probablement, notre série, initialement, se voulait un peu plus chronique. C'est-à-dire avec moins de rebondissements, moins de... Et puis, lorsqu'on a regardé, lorsqu'on a analysé la saison 2 avec Frédéric, on s'est dit, ça manque de dramatisation réellement. Et du coup, on a concentré sur quelques semaines. Une saison de 12 épisodes se déroule à un point donné en 41 durant quelques semaines. Alors ça augmente la tension dramatique. Il ne faut pas trop penser au rapport au temps, parce qu'on va se rendre compte qu'un tel est tombé amoureux d'une telle le lundi, et le jeudi, en fait, ils se sont déjà séparés et ont déjà vécu tellement d'aventures. Mais c'est la perception du temps qu'a le spectateur qui fait que, en fait, il ne se dit pas « il s'est passé que 3 jours ». Et on évite d'ailleurs en général de dire « hier, il s'est passé ça ». Mais ça induit donc un peu plus c'est plus factice, c'est plus fabriqué. On augmente, on fait plus de cliffhangers. Les cliffhangers donnent envie de revenir au public, créent de l'addiction, de l'attente, mais créent aussi plus de faux. Donc petit à petit, notre série qui était
qui se voulait très naturaliste, très authentique. C'était vraiment quelque chose sur lequel Philippe Tribault a énormément insisté lors de la création de la série et qui était nécessaire. Hein. Ce n'est pas du tout un regret que j'ai sur cette série, c'était vraiment le parti pris de départ presque. À l'époque, au tout début, lorsque moi j'imagine cette série, on est en 2004 et à l'époque on est dans la mode des docu-fictions. Oui. Espèce de fantasme qu'on va faire de la fiction et du documentaire en même temps. Et les séries, pour moi, avec ce rapport au temps long, il y avait un peu ce fantasme, vivre comme si on était sous l'occupation. Mais est-ce que ça sous-entend que le village français n'est pas si réaliste que ça? La plupart des gens s'accordent à dire que malgré tout ce qu'on vient de dire, ça reste un regard extrêmement pertinent sur l'occupation. Vous avez fait attention que ça ne soit pas n'importe quoi non plus. Alors, il y a quelques raccourcis pour simplifier un peu l'instant T dont on parle dans l'occupation. Mais sinon, le but quand même, c'est qu'au final, ça ne soit pas une pure fiction, mais aussi un regard pertinent sur la France de l'époque. Je crois que c'est un regard pertinent sur la France de l'époque, extrêmement documenté, extrêmement précis historiquement. Dès lors qu'on considère qu'un village français, c'est à l'échelle de la France. Que ce qui se passe dans un village français, en l'espace de quelques heures, c'est en fait ce qui s'est passé à l'échelle de la France, parfois en l'espace de quelques mois. Mais si donc c'est un point de vue, on a concentré tout ce qui s'est passé durant la France durant ces quelques années à Villeneuve. Mais si on considérait à l'aune purement de est-ce que tous ces événements ont pu se passer à Villeneuve? Non, c'est n'importe quoi. C'est absolument impossible. On est dans le sujet là, donc question qui s'adresserait presque plus à Jean-Pierre Azéma, qui était votre conseiller historique. À travers quels travaux historiques avez-vous construit votre série et ses personnages? Je vous laisse répondre à Louison. Ben c'est premièrement Jean-Pierre Azéma, la France de Vichy, tout le regard qu'a apporté Jean-Pierre Azéma sur cette période très particulière de l'histoire, elle s'incarne dans le village. Un village français, c'est aussi la vision historique de Jean-Pierre Azéma, traduite en fiction par Frédéric Rivine et qui touche le très grand public. Il faut juste rappeler que Jean-Pierre Azéma a été à l'initiative, en fait c'est la mère de Jean-Pierre Azéma qui a traduit le livre de Robert Paxton sur la France de Vichy et qui était je ne sais plus exactement la date, je crois que c'est 71 Paxton, et c'est tout d'un coup le mythe gaulliste de la France résistante s'écroule à travers un historien américain qui nuance plus que largement et met en avant la collaboration de Vichy. C'est ces travaux qui ont continué après Jean-Pierre Azéma et qui devient après un village français. Et les personnages, évidemment, eux, sont entièrement fictionnels. Ce sont des personnages de fiction. Tous entièrement fictionnels, des composites de différents types de... Pour Paxton, c'est 1972. Voilà. J'avais un doute. Cette dernière saison, justement, est-ce que c'est en quelque sorte une façon alors, vous parliez du mythe qui s'écroule. Est-ce que c'est le moment de la réflexion? C'est le pas de recul. C'est le moment où, après toute cette histoire qu'on nous a montrée, les personnages eux-mêmes vont pouvoir réfléchir à leur passé, et nous avec eux. Est-ce que c'est ça, cette dernière saison? C'est ça, mais alors c'est d'un côté, comment est-ce que les personnages réfléchissent à leur passé, réfléchissent à leurs actions, comment cette réflexion personnelle rejoint en fait les grandes interrogations de la manière dont l'histoire, dont la France regarde cette période. Et donc c'est pour ça qu'on le met en 75, parce que justement c'est post-Paxton. Et que tout d'un coup, Tekiro peut venir voir le fils adoptif de Daniel Larcher, notre héros du village français, héros humaniste et collaborateur, vient interroger son père Collabo pour lui dire « mais tu as participé à déporter des juifs, il y avait des juifs déportés que tu as accueillis à Villeneuve et tu as participé à cette déportation ». Et c'est vrai qu'il a énormément de mal à comprendre Tekiro, parce que pourtant, ce que lui explique Gustave, qui n'avait que quelques années de plus que Tekiro à l'époque, mais ces quelques années qui font que lui, il a de la mémoire, là où Tekiro ne se souvient strictement de rien de ce qui s'est passé durant cette période, il lui dit « mais tu sais que nous, les Juifs, à l'époque, on n'en avait rien à foutre. On avait d'autres douleurs à gérer. »
Scène d'un épisode de cette semaine, je crois. Oui, Ouais, ce qu'on va voir cette semaine. jeudi Ouais. soir. Ouais. Est-ce que du coup, cette saison, c'est aussi l'occasion, en tout cas ces ultimes épisodes, de je crois que le mot-clé serait conséquences, de voir les conséquences de la guerre aussi, parce que, alors on ne rentrera pas dans les détails, ça serait un peu spoiler les choses, comme on dit, mais vous vous projetez aussi, à travers quelques personnages, dans d'autres conflits, ou alors au pire, et on les entend à la radio, Mm. on entend finalement que ce qu'on vient de voir, l'occupation, etc., euh, alors, ces conflits ne sont pas forcément la conséquence de la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont souvent liés. Mais ils font écho, en tout Ils font cas, écho, en à tout la cas, à Seconde ces Guerre mondiale. histoires-là. Ouais. Mm. Donc c'était effectivement, alors on sort petit à petit. C'est la première fois qu'on sort de Villeneuve, l'air de rien, et on se retrouve effectivement. On verra là jeudi des scènes qui se passent en Palestine. On voit, on a vu la semaine dernière une scène qui se passait à la sécurité sociale en 2000, la sécurité sociale étant effectivement directement liée à la résistance et la Palestine, le destin de juifs qui ont été déportés, qui ont réussi à revenir en France et qui ont fui la France pour se retrouver en Palestine. Il y avait un destin assez historique, assez, très intéressant à souligner. Oui, on a presque l'impression finalement que s'offre à vous, pas que je veuille faire continuer un village français absolument, hein, mais s'offre à vous une foule d'histoires avec des petits et des grands H Mm. qui suivent la Seconde Guerre mondiale et qui pourraient faire autant de nouvelles séries hein, finalement. Mm. Qu'on se rend compte que cette histoire-là, ce principe d'un village français, on pourrait presque le plaquer sur d'autres conflits et d'autres... On pourrait le plaquer sur d'autres conflits avec comme difficulté première, je crois, c'est que l'occupation en France était un genre filmique à part entière. Beaucoup de films avaient traité l'occupation. Alors que, par exemple, parler de la guerre d'Algérie avec le concept d'un village français, ce qui me semblerait passionnant historiquement, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et probablement beaucoup plus difficile politiquement, ce qui paraît dingue lorsqu'on se dit que les événements d'Algérie, comme on l'appelait à l'époque, ont maintenant plus de 50 ans, mais ça reste toujours très, très difficile de l'aborder. Et on l'a tellement peu abordé que l'alibi du divertissement, du genre filmique, ne peut pas être appliqué à la guerre d'Algérie ou à des périodes, disons, encore plus récentes de l'histoire de France. Est-ce que justement, c'est tellement rentré dans la fiction française, l'occupation, que vous avez eu aucun souci, aucun reproche, ou quand même ces 7 saisons d'un village français, vous avez dû faire face à peut-être des critiques quant à l'approche historique que vous avez, quant à l'humanisation, je mets des guillemets, que vous avez pu faire de certains personnages nazis, par exemple. Est-ce que vous avez eu des problématiques suite à vos choix? Non, on en a au début jamais eu. Premièrement, parce que probablement cette histoire commence, le village français commence au moment où la génération qui a vécu cette période n'est plus au pouvoir. François Mitterrand n'est plus au pouvoir. C'est passé et cette histoire qui reste extrêmement douloureuse, extrêmement politique, on sent qu'on peut la raconter, disons, avec un peu plus de sérénité. Et puis c'est aussi la force d'une série chorale que d'équilibrer des points de vue, etc. Alors on se pose des questions à certains moments sur l'empathie, notamment sur Heinrich Müller, l'empathie envers un nazi. Et il y a plusieurs scènes qu'on a raccourcies, où on pouvait aller beaucoup plus loin et on les retenait parce que parfois on en était presque gêné de... Les seules fois où on a reçu, pour le coup, des remarques assez dures et assez agressives, c'est lorsqu'on est dans la saison 6 et qu'on montre la libération de Villeneuve, et que la libération de Villeneuve ne se passe pas aussi simplement qu'on pourrait, dans l'imaginaire collectif, la liesse et tout ça. Non, là, il y a les résistants qui se retournent contre les miliciens et certains se comportent avec un sentiment de vengeance et de barbarie. Et ça, pour la première fois, on a commencé à recevoir des lettres disant que c'était assez scandaleux le traitement qu'on faisait de la libération. C'était l'ambition de la série, quoi qu'il en soit, de contraster au maximum et de briser les stéréotypes et le mythe pour que presque tous les personnages soient complexes, du pire salaud au plus héroïque finalement, que aucun ne soit le chevalier blanc ou le monstre absolu.
Mais c'était pas non plus une volonté de faire du contre-pied systématique, juste histoire de faire les malins. C'est vrai que ce qui me paraissait intéressant, et c'est sur quoi insistait beaucoup Jean-Pierre Azéma lorsqu'on faisait la saison 6, c'est de dire il faut voir que la Libération, c'est le début d'une guerre civile qui ne dit pas son nom. Camille dit être adoubé par certains historiens contemporains fait-il d'un village français un objet historique ou d'étude? Autrement dit, les Américains étudient The Wire. Pourquoi finalement un village français ne pourrait pas être, pardon, un matériau qu'on peut étudier? La fiction, ça sert à ça aussi. Je ne vous pousse pas à la prétention, mais est-ce que finalement ce matériau aujourd'hui, qui est presque fini, qui est presque bouclé, peut être un moyen de réfléchir à l'histoire et de travailler avec les... On voit dans la dernière saison des jeunes gens aller faire le devoir de mémoire, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'un village français peut avoir cette force d'objet d'étude, comme dit Camille? Un village français m'appartient plus beaucoup et c'est pas à moi de décider s'il peut être un objet d'étude, mais il l'est. Mais il l'est déjà. J'ai déjà des profs qui m'en parlent. J'ai déjà... Mediapart a fait aussi toute une analyse de la place du village français comme fiction historique et ce que ça raconte aussi du regard des historiens. Enfin, et au-delà du village français, je crois que les séries, étant donné le phénomène culturel, ça me semble être un des phénomènes culturels majeurs du XXIe siècle, il me semble que les séries peuvent être de plus en plus sujets comme support pédagogique de philo, d'histoire, ça me paraît assez intéressant, oui. Avant de poursuivre, juste Marie-Catherine, ça fait toujours plaisir à entendre, série passionnante, triste de savoir qu'elle va s'arrêter. Merci Marie-Catherine. Alors pour parler concrètement, visuellement, oserais-je dire, de ces ultimes épisodes, vous avez pris le risque de grimer vos acteurs, ouais. Donc avec des masques de latex, du maquillage, etc. Extrêmement casse-gueule, pour parler concrètement. À quel moment cette réflexion a été validée? Vous auriez pu prendre des acteurs plus vieux, alors ça aurait été plus compliqué, il aurait fallu... à quel moment on se dit, ok, ça passe ce choix risqué? Il y a une part de prise de risque. À un moment, on dit on va faire ça et on va y arriver. Et toute la question est du temps et donc de l'argent aussi qu'on va y consacrer. Oui, j'imagine que ça donc en fait, ça va être bien. Ça va être bien si on y consacre vraiment du temps et de l'argent. Donc en fait, plutôt que de se dire est-ce qu'on le fait, on le fait pas, on se dit on le fait, mais dans notre économie, sur combien de personnages on va le faire? Oui, ça vous a forcé à resserrer la narration finalement. Mais on fait toujours ça. Avec Frédéric, en fait, on a, et avec le réalisateur après, et avec Laurent Cavalier, qui est le producteur exécutif, on a en permanence des discussions économico-artistiques. Parce que Frédéric Krivine est auteur, mais il est aussi coproducteur. Il est dans ses positions de showrunner, mais ce n'est pas exactement les showrunners à l'américaine, puisqu'on travaille vraiment dans une forme de showrunning à trois entre le réalisateur, Frédéric Krivine, l'auteur, et moi-même. Et en fait, on passe notre temps à discuter de ce qu'on va faire artistiquement, mais aussi des moyens qu'on va allouer au film, dans une sorte de cohésion. Il ne s'agit pas d'abord de rêver et après de revenir sur Terre, parce que souvent on n'a pas tellement le temps de revenir sur Terre. Et ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, pour dire on va vieillir tout le monde, puis après on n'a pas tout à fait les moyens, et après tout le monde est un peu mal vieilli. Donc on n'a pas du tout raisonné comme ça, on s'est concentré, et c'est pour ça que je crois effectivement qu'on s'en tire assez bien sur ces vieillissements. Alors, une fin de série, ça sous-entend toujours de devoir plus ou moins boucler les choses. Vous avez une série chorale, c'est compliqué de refermer une série chorale. Est-ce que ça veut dire qu'on admet que certains personnages seront moins bien traités que d'autres? Tous les personnages, ils ont pas une fonction que par rapport à eux-mêmes et un destin que par rapport à eux-mêmes, mais c'est une sorte de représentation d'une collectivité. Donc il faut déjà que chacun de ces personnages incarne un type de personnage, et là en l'occurrence un type de regard sur l'histoire. Au-delà même de l'histoire avec un grand H, il y a les histoires personnelles de nos personnages, ce sont des couples notamment. En fait, au fond, Un village français est une série sur les couples. Et comment est-ce que ces couples, individuellement, arrivent à vivre l'occupation et à survivre à ce qu'ils ont vécu durant l'occupation? Et comment est-ce qu'ils arrivent à continuer à
à vivre ensemble ou pas. Et donc chacun de ces trajectoires de personnages et de couples incarne une manière de réagir à l'occupation, à ce qu'il est arrivé, à ce qui leur est arrivé, comme si chacun de ces personnages couples était une des représentations de la France de l'époque. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un qui est sacrifié et un qui est mis en valeur. Il faut l'analyser sur l'ensemble des épisodes. Après, que certains comédiens trouvent qu'ils sont bien mieux servis que d'autres, et ça c'est le pari de la série chorale. On ne peut s'empêcher de penser à Six Feet Under, qui est la série qui a mené, alors dans un temps encore nettement plus resserré que vous, ces personnages vers une conclusion à leur existence. Alors Six Feet Under, c'était radical. En un épisode, enfin c'était 5 minutes à la suite. Voilà, avec une séquence musicale. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu en tête? Est-ce qu'en fait alors on ne dira pas comment finit la série, mais vu qu'elle se projette dans l'avenir, on imagine bien qu'on va plus loin dans la vie des personnages. Est-ce qu'il y a une tentation, je reviens d'ailleurs à ma question d'avant, de boucler? C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie, on se dit, ces personnages-là, on a presque envie tous de les voir jusqu'à leur dernier souffle, d'une façon ou d'une autre? Oui, on avait envie de boucler, mais mon inquiétude, c'est on a eu énormément de chance de faire cette série au cours de toutes ces années, énormément de chance d'avoir un public qui nous suivait, et j'avais qu'une seule crainte, c'est que cette dernière saison, elle soit pas bien, ratée, déçoive le public, sachant qu'a priori, lorsqu'on finit, on déçoit. Et ça va peut-être te paraître prétentieux, mais il y a peu y compris dans les grandes séries, des fins de séries qui m'ont réellement enthousiasmé. C'est pas facile de finir une série. C'est très très dur. C'est pas facile de finir une série. Et donc ça m'animait beaucoup de tenir la longueur avec la crainte, mais ça c'est bien. Si je dis que la série c'est l'art du temps et du temps long, il faut accepter aussi qu'on puisse reconsidérer toutes ces années de production à l'aune de derniers épisodes qui sont ratés, parce que ça fera partie de cette œuvre. Et si on rate le dernier tiers d'un film, eh ben, on ne va pas dire oui, mais les 2 premiers tiers étaient formidables. On va dire non, bon, ce film il est un peu décevant. Donc il fallait qu'on réussisse ça, et le réussir, c'était déjà de ne pas laisser le public trop orphelin. Donc à la fois, ces vieillissements, c'était donc des questions historiques, mais c'était aussi très concrètement, dire que sont-ils devenus, on ne vous laisse pas au bord de la route. Et c'est ce que je disais un petit peu au début, avec ces derniers épisodes, on a vraiment l'impression que ce qui était le sujet sous-jacent de la série devient aussi le sujet de discussion très concrète. On a presque l'impression que cet épilogue, c'est aussi une vraie conclusion. C'est-à-dire qu'il y a des longues discussions, notamment celle dont on parlait, où Tekiro confronte son père en lui disant « mais tu n'as rien fait », que finalement, ce qu'on pouvait, nous, public, dire face à ces personnages le disent eux-mêmes. Alors, je ne vais pas pousser jusqu'à dire que cette dernière saison est très méta, comme on dit aujourd'hui, mais il y a un regard des personnages sur leur propre histoire. Il y a de ça, effectivement. C'est lorsqu'on écrit une série en pensant que les personnages sont des historiens de leur passé et des scénaristes de leur futur, effectivement, on retrouve assez vite à la fois un commentaire sur l'histoire, évidemment, mais aussi sur la série elle-même. Et l'idée, c'était, sans qu'elle se regarde le nombril, mais effectivement que le public qui a accompagné cette série tout du long, voir une scène sur le pont, comme on l'a vu avec Tekiro qui est maintenant à 40 ans et qui interroge son père adoptif pour dire alors comment s'est passé l'accouchement de ma mère, et là il y avait des soldats américains, mais ils étaient où exactement? En fait, c'est une scène qu'a vu le public et qu'il se remémore lui aussi, et ça crée une sorte de double émotion, l'émotion du spectateur fan de la série et puis l'émotion de Tekiro. On va finir avec une dernière question de Jean-Marc, puisque c'est une ouverture. Et Jean-Marc demande de quoi portera votre prochaine série. Donc c'est la question marronnier, si j'ose dire, et maintenant.
Et maintenant, là, concrètement, je suis en train de travailler sur l'adaptation de Vernon Subutex pour Canal+. Donc la trilogie de Virginie Despentes. Ouais, une série que je fais en coproduction avec 2711 Productions, Juliette Renaud-Favrol, qui parle des couples. Comédie dramatique pour ceux qui Comédie ont fait la dramatique, mise à voilà. jour de ce mot. Qui est une comédie sur les couples, différents couples, avec cette question centrale, c'est que doit-on sacrifier pour que notre couple dure? Donc plus d'histoire de France, en tout cas pour les années à venir. On ne sera pas sur l'histoire de France, on ne sera pas une série politique, mais on sera quand même dans la société contemporaine et avec aussi une manière de peindre la société à travers ces histoires de couple. Parce que c'est vrai que la télévision, les séries françaises, c'est encore un des grands défis des séries françaises, c'est de se frotter à aujourd'hui, à la société contemporaine. C'est, oserais-je dire, presque plus délicat de parler d'aujourd'hui que de parler d'hier. Et c'est important, évidemment, de faire ces séries-là. Merci beaucoup, Emmanuel Dossé, d'être venu. Merci. Et puis, je vous rappelle la diffusion d'un village français sur France 3 le jeudi soir. Il reste 4 épisodes de ce jeudi et de la semaine prochaine. Et il en sera fini de l'histoire de Villeneuve. Merci encore. Merci bien.